la place de la Concorde. Un espace monumental, presque sans façade, ouvert sur le fleuve, dont la mise en scène raconte à elle seule 3 siècles de Paris. La place de la Concorde est un incontournable aussi de l'histoire de Paris. Sa genèse, son aménagement si original, avec ses très peu de façades. C'est la place la plus grande de Paris. C'est elle d'ailleurs qui va servir de lieu pour les exécutions très nombreuses qui ont lieu sous la Révolution. La place de la Concorde, c'est celle de tous les records. C'est l'une des plus vastes au monde. Avec 7 hectares à ciel ouvert, elle représente une dizaine de terrains de football. On pourrait y stocker une 50aine d'avions de ligne. Elle représente aussi un exploit urbain, car c'est un espace gigantesque sans façade de fermeture. Elle est un vide monumental, ce qui est extrêmement rare à cette échelle pour une grande capitale comme Paris. Et ce qui attire l'œil immédiatement, c'est lui, l'obélisque. L'obélisque de la Concorde, c'est un morceau d'Égypte planté en plein Paris. 23 mètres de haut, 230 tonnes. Un colosse né sur les terres des pharaons avant de partir pour un long périple vers la France. Des constructions de bateaux spécialement affrétés. Une traversée en mer épique. L'invention d'un engin de levage surdimensionné. Des centaines d'hommes missionnés pour un exploit. Au début du 19e siècle, la France s'est donné les moyens comme jamais de récupérer un trésor de l'humanité. On ne s'était jamais lancé dans une aventure de la sorte. Cet énorme monolithe de granit est vieux de plus de 3000 ans. Ce qui fait que c'est aujourd'hui le monument le plus ancien de Paris. Lorsqu'on demande, c'est pas Notre-Dame, c'est l'obélisque de la place de Concorde. Et son histoire est complètement folle. Le 25 octobre 1836, Paris retient son souffle. L'obélisque de Ramsès II, arraché au temple de Luxor et offert à la France par les Égyptiens, s'apprête à se dresser place de la Concorde. Une opération hors norme, point final de 7 années de négociations diplomatiques et de prouesses techniques inédites. Au cœur de cette aventure, Apollinaire Lebas, l'ingénieur du génie maritime, a juré de mener la mission à son terme, quitte à y laisser sa vie. Le jour J, il se place sous le monolithe de 230 tonnes pendant toute la manœuvre. Si quelque chose lâche, il est condamné. Mais il reste là, immobile, pour montrer qu'il croit en son dispositif et que personne ne reculera. Toute cette histoire spectaculaire commence donc par une offrande. L'Égypte décide au début du 19e siècle de céder plusieurs obélisques à la France. Les Français voulaient un obélisque, mais toutes les nations européennes voulaient des obélisques. C'était extraordinaire. À Rome, il y avait déjà des obélisques égyptiens, et c'était en gros le modèle de Rome. La place de la Concorde, au bout des Champs-Élysées, est choisie pour la future implantation. Et ce n'est pas un hasard. Le lieu était chargé du souvenir de l'exécution de Louis XVI et de nombreuses autres victimes de la Révolution et de la Terreur. Et donc, en y mettant l'obélisque, on pacifie en quelque sorte et on oublie ce passé révolutionnaire, meurtrier, associé à la place. L'obélisque est le symbole de l'apaisement. La représentation d'un rayon du soleil figé dans la pierre. Le roi Louis-Philippe envisage même d'en mettre dans plusieurs lieux de la capitale. Dans un élan de générosité, le pacha d'Égypte a en fait donné 3 obélisques à la France. L'obélisque d'Alexandrie et les 2 obélisques de Luxor. Luxor est l'un des plus grands sanctuaires de l'Égypte antique. Il est installé sur la rive est du Nil. Ici, pharaons et prêtres célèbrent la légitimité du pouvoir. À l'entrée du temple se dressent 2 obélisques jumeaux. Et s'ils sont si impressionnants, c'est aussi parce qu'ils ne sont pas des assemblages. Ils sont taillés chacun dans un seul et même bloc de roche. Il faut s'imaginer que l'œuvre est contenue dans la matière. C'est extraordinaire de trouver en une seule pierre un monolithe
aussi grand pour pouvoir réaliser cet obélisque? La performance des tailleurs de pierre est remarquable, tout comme celle des hommes, français et égyptiens, chargés de transporter les colosses. Car il ne faut surtout pas les briser lors d'une manœuvre. Et la tâche s'annonce difficile, à tel point que la France ne va en récupérer qu'un seul sur les 3. Les conditions de transport d'un obélisque en 1829 ressemblant presque à un cadeau empoisonné. C'est sympathique, mais à l'époque, transporter un colis de 230 tonnes et 23 mètres, c'est assez mal commode. Pour déplacer ce bloc de granit sur plus de 3500 km sans le casser, cela ressemble à un terrible défi au XIXe siècle. Il faut l'abattre en Égypte, le faire glisser jusque dans un bateau conçu spécialement, remonter le Nil, mais aussi affronter l'Atlantique, avant de retrouver la Seine et de le rebasculer à la verticale en plein Paris. Toute cette entreprise est un peu folle. On se demande même comment on s'est si vite engouffré là-dedans. Pourtant, impossible n'est pas français. Et c'est une affaire que le roi prend très au sérieux. Pour parvenir à relever le défi, Louis-Philippe fait appel à ceux qui sont les plus à même d'y arriver. Il faut des spécialistes pour déplacer l'ouvrage avec des cordages, mais aussi de fins connaisseurs de la navigation en voie fluviale et en haute mer. C'est donc la marine française qui est choisie. Apollinaire Lebas a la lourde responsabilité de coordonner toutes les opérations. Mais pour commencer, il faut choisir le premier obélisque à emporter. On fait appel alors au plus grand spécialiste de l'Égypte. Et il est français. C'est Champollion. C'est lui qui a déchiffré en 1822 les hiéroglyphes et il les a déchiffrés parce qu'il avait une excellente connaissance de tout ce qui avait été écrit sur l'Égypte. Mais non seulement il a cassé le code, mais il a donné toute la base de la grammaire et il a pu reconstituer l'histoire. Champollion, qui est chargé de choisir l'obélisque à ramener, choisit celle de droite, puisque celle de gauche semble davantage détériorée. Lui qui était plus près du Nil, il avait un avantage, c'est qu'on pouvait l'abattre en direction du Nil sans causer de dommages à l'autre obélisque. La décision prise, l'obélisque n'est pas tout de suite descendu à terre. La question du transport doit d'abord être réglée. Et cette problématique revient depuis le début. Quels moyens a-t-on pour convoyer un bloc de pierre de 23 mètres de haut et d'un poids de 230 tonnes ? La marine sait construire un bateau à Toulon sur les plans d'un inspecteur général du génie maritime. Et ce bateau va porter le nom de Luxor. Le Luxor, un navire exceptionnel conçu pour une seule tâche, celle de transporter un incroyable monolithe de 3000 ans. Ce bateau doit répondre à tout un tas d'injonctions contradictoires. Il doit à la fois être marin pour naviguer en mer, il doit passer par un canal, il doit passer sous les ponts de la Seine, à la fois à Rouen et à Paris, ce qui va limiter sa largeur. Il doit répartir la charge d'un colis de 230 tonnes et 23 mètres. C'est un bateau absolument extraordinaire. Élaborer un navire uniquement pour un chargement hors norme est un procédé qui existait il y a 200 ans. Et c'est toujours le cas aujourd'hui pour des missions d'exception. Le Canopé, aujourd'hui, en est le meilleur exemple. Conçu sur mesure pour la fusée Ariane 6, il conjugue haute technologie maritime et exigences spatiales. Avec ses ailes rigides géantes et sa propulsion hybride, il fait entrer le transport industriel dans une nouvelle ère. Il a été mis au point durant plusieurs années. La construction du Luxor a duré 1 an. C'est une sorte de grande péniche d'une 40aine de mètres. Sa largeur n'excède pas les 9 mètres. Sa coque plate et renforcée est conçue pour supporter la charge colossale. Les 3 mâts sont démontables. Cela lui permettra de passer sous les ponts de la Seine lors de son arrivée à Paris. Il doit aussi avoir une partie démontable, ce bateau, pour pouvoir glisser à l'intérieur
l'obélisque au moment où on va l'embarquer pour le ramener en France, et puis pour pouvoir le ressortir une fois arrivé au pied du pont de la Concorde. En avril 1831, le navire relie donc les rives du Nil pour s'y échouer et attendre la réception du monolithe.